se déploie selon une composition urbaine assez élégante, très aérée, avec une vaste allée plantée qui est positionnée juste dans l'axe, ici, donc c'est cette allée plantée dont je vous parlais, en face de l'orphelinat, qui était un édifice qui était préexistant. Il va mettre en place toute une série de dispositifs architecturaux, mais aussi de dispositions du logement qui vont être maintenus jusque dans les années 50 dans la construction du logement social à Strasbourg. Je vous le montrerai, notamment cette association de deux logements identiques par cage d'escalier qu'on retrouve aussi dans le logement social parisien à la même période, mais dans le logement social strasbourgeois, il y a aussi cette idée des toitures et des caves qu'on peut utiliser, que les locataires peuvent utiliser, et aussi l'idée d'un certain nombre d'équipements publics, des garderies d'enfants qui sont intégrées donc dès le milieu des années 20 dans les ensembles d'habitations de logement social. Donc c'est extrêmement aussi innovant pour la période. Évidemment, vous le savez, l'entre-deux-guerres est marqué par des incursions modernes, on pourrait dire plus radicales, évidemment à l'image de l'intervention de Van Desburg et de Arp et de Sophie Teuber-Arp à l'Aubette, mais aussi de cette revue que m'avait indiqué Anne-Marie Châtelet, que je ne connaissais pas du tout, qui est la revue Le Point, qui est éditée à Colmar, et qui voit dans ses pages cohabiter certains auteurs alsaciens, René Chiquelet, avec l'avant-garde parisienne, Pierre Charot. Donc ça montre quelque part que là aussi, dès les années 20-30, il y a des contacts extrêmement fructueux entre le milieu local et les avant-gardes parisiennes. Et puis deux autres images, un projet de Hemlinger et de Spinner. Hemlinger est un diplômé de l'ERAS, et il va produire un certain nombre d'immeubles tout à fait intégrés dans cet urbanisme de la Neustadt, donc dans la continuation urbaine, mais qui viennent importer de nouvelles influences, notamment issues de l'art déco. Et puis sur ces influences de l'art déco, un projet de Stoskopf alors qu'il est étudiant, pour lequel il obtiendra un prix, et qui est un projet qui a quelque part un peu le costume de l'art déco, mais qui vient le remettre dans les principes de la composition beaux-arts, en le resymétrisant d'une certaine manière. Il y a des architectes qui, dans leur propre parcours, quelque part, intègrent cette dualité, et je pense que le parcours de Pierre Julas est sans doute le plus emblématique de cela. Donc c'est aussi un élève de l'ERAS, de l'école. Il est admis en 1923, il va faire quelques années d'études ici, mais il ne diplômera pas, puisque je rappelle que dans l'entre-deux-guerres, pour exercer, le diplôme d'architecte n'est pas obligatoire. Alors il va s'engager dans une activité libérale, donc sans présenter le diplôme, et il est installé à Elkirch, il réalise un certain nombre de villas, et il se montre tout aussi à l'aise dans le maniement d'un langage art déco, ce qu'on peut voir ici avec la villa qu'il réalise à la Méno pour un industriel Schranz, la villa Schranz, et que dans une veine beaucoup plus régionaliste en fonction des commanditaires, donc ici par exemple un hôtel à Oberaslar. Ce questionnement se poursuit aussi à travers la construction d'un certain nombre de pavillons d'exposition. Vous voyez ici le pavillon qu'avait construit en haut à gauche Theo Berst pour l'exposition des arts décoratifs de 1925, peut-être plus proche de tendances modernes, alors que le pavillon de 1937, conçu par Stoskopf, Ehrenschmidt et Delaparent, là aussi affiche une esthétique un peu étrange, hybride, qui agrège certaines réminiscences du patrimoine local, là aussi à certains détails de l'art déco, une grande baie vitrée avec des divisions horizontales, un oculus, etc. Évidemment, ces architectes, dans l'entre-deux-guerres, ne savent pas qu'ils vont être amenés à répondre à cette question de la réinvention des traditions dans un contexte plus dramatique qui fait suite au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que l'Est de la France et l'Alsace connaissent un destin singulier. Pendant l'occupation, j'aurais pu aussi mettre des images, le processus de germanisation se manifeste aussi à travers l'urbanisme. Il faut se souvenir qu'un grand concours est organisé en 1942 pour l'extension de Strasbourg, l'extension monumentale de Strasbourg, on pourrait dire. Mais c'est évidemment, moi, une période
postérieure sur laquelle je veux m'attarder, celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec les lourdes destructions subies pendant la guerre, et lors des différentes étapes de la libération. Vous voyez ici le plan de Bellevire. Les immeubles en rouge signalent les destructions, donc vous comprenez évidemment l'ampleur du drame d'une certaine manière. La reconstruction, je le disais, va donc marquer le véritable démarrage de la carrière des architectes de la génération de Stosskopf et d'Ehrenschmidt par exemple, qui vont se confronter donc à cette réinvention des traditions. Donc sous la houlette de différents architectes en chef, des maîtres d'œuvre locaux. Les architectes en chef ne le sont pas forcément, puisqu'ils sont nommés, c'est aussi un moment de centralisation de l'organisation du secteur de la construction. Alors Stosskopf est architecte en chef dans les villages autour de Colmar, il est alsacien, donc on peut dire qu'il est quand même quelque part un peu du cru. C'est pas forcément le cas de tous les autres architectes en chef. Donc sous leur direction, des maîtres d'œuvre locaux produisent des formes analogues dans de nombreuses communes. On pourrait citer Charles Treiber, qui est un élève de Paul Schmittener à Stuttgart dans les années 20 et qui est engagé dans la reconstruction du nord de l'Alsace, à Hatten. Et cette volonté d'évoquer le passé, tout en refusant, en tout cas c'est ce que disent ces architectes, en refusant très nettement le pastiche, est partagée par d'autres architectes actifs dans les zones rurales. On voit ici, alors on ne voit pas très bien, j'en suis désolé, je pourrais peut-être un petit peu baisser le plan de la reconstruction de Ostheim, qui est fait sous la direction de Pierre Pourradier Dutheil, qui est plutôt un Français de l'intérieur. Stosskopf, quant à lui, défend sa posture à mi-chemin entre un attachement servile au passé et une modernité trop brutale, notamment dans des publications à la fois dans des revues alsaciennes comme Saison d'Alsace, mais aussi dans la presse professionnelle, et il va faire d'Hammerschwir un peu le modèle, le parangon de sa doctrine. Et pour montrer la voie aux architectes d'opération, il érige une ferme modèle que vous avez ici en haut à droite, exploitation à caractère viticole et agricole, qui permet de recréer avec la maison voisine l'ancienne place disparue. À cette période, les églises, à l'instar de celle de Bellevire, si elles s'inscrivent encore à l'extérieur dans les gabarits traditionnels, voient leur disposition intérieure commencer à être reconsidérée en se dépouillant de leur décor traditionnel chargé. J'en viens à mon deuxième temps. Évidemment, les architectes de cette génération vont aussi faire face à des commandes d'ampleur inédite afin de résorber la crise du logement dans le cadre de l'urbanisation et de la modernisation des villes. Le paysage de la reconstruction et de l'après-guerre en France et des grands chantiers est nettement dominé, dans les réalisations en tout cas concrètes, par la figure d'Auguste Perret. Ses travaux pour la reconstruction du Havre, reconnus récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou alors le rôle qu'il joue dans la reconstruction du vieux port de Marseille qu'on voit ici à gauche, où il sera un peu la caution, d'une certaine manière, la garantie de Fernand Pouillon. Voilà, font qu'il reste, comme l'avait montré déjà Marie Dormoy à la fin des années 30, il reste une figure tout à fait dominante de cette immédiate après-guerre. De son côté, Le Corbusier, on pourrait dire, n'est pas complètement prophète en son pays. Il va réussir évidemment à lancer le chantier de l'unité d'habitation de Marseille, mais il va échouer dans les projets de reconstruction concrets, là où il essaie de s'imposer en réalité, et notamment pour la reconstruction de la commune de Saint-Dié. Vous avez ici la vue du projet de Le Corbusier qui consistait en l'implantation de plusieurs unités d'habitation. Cet héritage plutôt pérétien est extrêmement lisible dans les chantiers mulhousiens et colmariens. Je pense qu'il y a là aussi pour les étudiants un champ d'investigation à poursuivre. Il y a des archives à Mulhouse, il y a des archives aux archives départementales du Haut-Rhin qu'il faudrait consulter pour poursuivre un peu cette investigation autour du pérétianisme en Alsace, mais plutôt à Mulhouse et à Colmar. Dès avant-guerre, la très majestueuse composition réalisée en 1937 par William Vetter, qui est bernois, qui est un ancien élève d'Auguste Perret, témoigne tout à fait de cet héritage. Il fournit là un hôpital moderne, orienté en fonction de l'ensoleillement et des vents dominants. Vous voyez cette façade qui se développe sur 5 étages en gradin.
Et cette veine pérétienne va se poursuivre quelque part après la Seconde Guerre mondiale, à Mulhouse, où les destructions permettent d'envisager un certain nombre de modernisations. On va essayer de conforter un peu les liaisons entre la gare et le centre historique. Et parmi les pièces maîtresses un peu de cette reconstruction mulhousienne, j'en citerai deux. Évidemment, il y a cet immeuble annulaire très étonnant de Pierre Jean Guth qui abrite une centaine de logements derrière des façades très élégamment composées, ordonnancées. Les immeubles, là aussi, s'échancrent en gradin vers le sud pour laisser passer le soleil dans un jardin circulaire intérieur. Et on retrouve cette même veine, cette même influence sur, par exemple, la reconstruction du carrefour de Bâle, avec des détails de mise en œuvre du béton qui sont tout à fait héritiers des notions et des théories de Perret sur l'idée de l'abri souverain, de l'expression de la structure comme essence même de l'expression architecturale. Alors cette veine, alors voilà pardon, excusez-moi, 2 pages de l'architecture d'aujourd'hui qui illustrent cette reconstruction à Mulhouse et ce projet de Pierre Jean Guth de l'immeuble circulaire. D'ailleurs, on retrouve ce type de logement très courant sur la période, simplement l'immeuble est circulaire, mais c'est vraiment le même dispositif de logement. Et on retrouve cet héritage pérétien aussi à Strasbourg. Alors peut-être selon des degrés relativement divers et dans une moindre mesure. Dans les premiers travaux de Stosskopf ici, qui duplique carrément presque sa tour de l'homme de fer dans un quartier colmarien, il y a quasiment la réplique, et puis dans toute une série d'opérations de reconstruction assez intéressantes, place d'Austerlitz, rue du Noyer, et surtout à l'angle de la rue des Halbardes, un immeuble d'un élève de l'école régionale, de Cardozy, qui en même temps est, on pourrait dire, dans l'héritage de Perret, dans le dessin des mots des natures de la façade, avec des effets de parties qui sont bouchardées, etc., mais qui s'inscrit évidemment avec des toitures et des hautes toitures dans les gabarits du centre historique. Le grand chantier de la période à Strasbourg, ça va être évidemment l'organisation de ce concours pour la construction de la cité Rotterdam en 1951, et organisé par le ministère directement, et qui doit permettre à l'époque de reloger des sinistrés qui ont été déplacés à Kehl. Et ce chantier qui va être lancé après en 1952, ce concours demandait spécifiquement l'association entre un architecte et un industriel. C'est un chantier qui va vraiment aussi attirer l'attention des médias de l'époque, et c'est parmi les 64 participants au concours. Là, il y en a beaucoup plus que pour le grand concours de 1925 où il y avait 15 ou 16 participants au final. C'est Eugène Baudouin, prix de Rome 1928, qui va être lauréat avec une proposition intéressante puisque il répond à cette contrainte de l'association avec un industriel, avec un système technique particulier, avec des panneaux préfabriqués de béton gravillonné qui peuvent être employés comme parement extérieur, mais aussi comme élément porteur intérieur, comme refend, et surtout une insertion urbaine qui est encore quelque part, qui dessine encore un îlot, avec les différents volumes qu'il place. Il y a une dizaine de volumes de hauteurs variées qui regroupent en tout quand même 800 logements, c'est une opération tout à fait considérable pour l'époque. Il définit encore un grand jardin central qu'il compare aux dimensions du parc Monceau dans les textes. Les opérations de la même période montrent cette même tempérance dans la manière de s'insérer dans le tissu urbain. J'ai déjà montré peut-être dans d'autres conférences cet exemple, mais qui me semble être un des exemples les plus intéressants de la période. Et on est tout près de la cité Rotterdam, on est boulevard de la Marne, et là c'est Ehrenschmidt, Pfirsch et K, donc c'est une association entre des anciens de cette école de l'ERAS et des anciens de l'école technique, qui s'appelle à l'époque l'ENIS, École nationale des ingénieurs de Strasbourg. Ils proposent cet îlot semi-ouvert avec un jardin central qui joue avec la topographie, et puis un système aussi de préfabrication assez intéressant. Là, il y a une esthétique qui me semble avoir très bien traversé le temps, comme vous pouvez le voir sur cette image en bas à droite. Alors évidemment, les échelles d'intervention vont croître.
dans ces années-là, alors que l'on inaugure en 1953 la cité Rotterdam, donc sous la houlette d'Eugène Baudouin. On achève 500 mètres plus au sud la construction de la cité du Quai des Belges signée par Stoskopf, qui regroupe, c'est plus modeste, 250 logements, mais il travaille là pour le compte de l'OPHLM, et donc tout à fait dans la lignée de ce que faisait Dopf dans l'entre-deux-guerres. Enfin, pas complètement, il y a aussi un certain nombre de différences, donc c'est la cité qui est ici en haut à gauche, ça c'est le plan masse de la Méno, qui est déjà beaucoup plus, de la Canardière à la Méno, qui est déjà beaucoup plus grand, mais on a au Quai des Belges une dizaine de volumes, et on retrouve le type que Dopf employait dans l'entre-deux-guerres, bien qu'il soit un petit peu compassifié dans des immeubles extrêmement fins. C'est ce que Candilis, dans un article sur les plans des logements dans les années 50 dans l'architecture d'aujourd'hui, appellera les logements transparents, sinon quelque part ils sont complètement traversants. Donc ces immeubles font, effectivement sont très fins, ils font 8,50 m de profondeur. On construit évidemment plus du tout dans ce type de profondeur. Là où il y a aussi une reconduction du type Dopf, c'est qu'il y a encore une toiture un peu discrète, il y a encore des équipements communs dans les caves, donc il y a encore cette tradition de la construction du logement social strasbourgeois. Les échelles d'intervention vont rapidement croître, comme je le disais, dans le quartier de la Canardière à la Méno. L'architecte va formaliser des principes qu'il va utiliser ensuite pour toutes ces opérations de grande ampleur. Là, c'est 3200 logements qui sont réalisés entre 1957 et 1961, principalement initiés par, là aussi, l'OPHLM, mais associés à la Société immobilière du Bas-Rhin. Il y a un certain nombre d'équipements, il y a une église notamment qui équipe le quartier, qui n'est pas réalisée par Stoskopf, mais je la signale puisqu'elle est réalisée par un élève d'Auguste Perret, par André Ledonné, un disciple même, on pourrait dire, d'Auguste Perret, qui va réaliser une église à Mulhouse à peu près à la même période, l'église du Sacré-Cœur, et l'église Saint-Vincent de Paul à la Méno, où il poursuit tout à fait encore l'héritage du maître. Alors les opérations réellement encouragées par l'État vont adopter dès le milieu des années 50 cette échelle très importante, outrepassant là le cadre de la reconstruction, on n'est plus dans le cadre du relogement des sinistrés, et ce jusqu'au début des années 70 où on va proscrire la forme des grands ensembles. Les premiers arrêtés créateurs de ZUP, de zones à urbaniser en priorité, sont promulgués en janvier 1960, et parmi les 10 ZUP qui sont d'abord créés, celle de Mulhouse, et la réalisation des logements de ce quartier s'est étalé sur un peu moins de 15 ans, un quartier planifié à l'extrême qui regroupe donc 3500 logements et mis sous la houlette là aussi de grandes figures nationales que sont Marcel Lodz et Maurice Novarina, qui sont des architectes on pourrait dire de stature nationale. Ils conçoivent des immeubles ici assez hauts, vous avez en haut à gauche une petite carte postale, des immeubles de 13 à 18 étages, avec la volonté, comme on le retrouve souvent à l'époque, de supprimer les circulations rapides à l'intérieur du quartier et la construction de terrasses-garages au bas de chaque immeuble pour fournir aux habitants un certain nombre d'espaces supplémentaires et d'espaces libres. On pourrait également citer la ZUP de Colmar, sous la houlette de Stoskopf encore une fois, qui en dessine le plan de masse général, alors que ses équipes construisent certains secteurs, dont 5 tours de 18 niveaux. Vous avez une image ici du chantier qui marque très nettement la silhouette de ce quartier, construit à proximité de l'hôpital de Wetter que j'évoquais tout à l'heure. On pourrait penser aussi aux différents ensembles qui sont signés par François Spoery, qui sera bien plus tard dans sa carrière l'architecte de Port-Grimaud. Il a aussi beaucoup œuvré à Mulhouse, et plutôt dans un langage fonctionnaliste, notamment cet ensemble à Rixheim de 1500 logements, l'ensemble d'Entremont, dont vous avez la maquette ici en haut à droite. À Strasbourg, évidemment, parmi les très grands chantiers, si on avance un petit peu dans le temps plutôt des années 60, enfin, qui est initié à la fin des années 50, mais qui va se voir réalisé au fil des années 60, le transfert de l'esplanade militaire, donc c'est 74 hectares d'un seul tenant à l'époque, au secteur civil est une opportunité unique, à la fois pour l'extension de la ville, mais aussi, vous allez voir, pour celui de l'université, qui va profiter de cette dynamique à une époque où ces effectifs, les effectifs universitaires, j'entends, augmentent considérablement. En 1958, on crée la SAERS, qui est devenue la CERS depuis, Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, qui est créée donc vraiment spécifiquement pour le projet Esplanade au départ, et qui va charger
Stoscope du plan masse d'ensemble et qui va l'associer à Roger Hummel pour la zone universitaire. Ce quartier rassemble 4500 logements et une artère tout à fait monumentale permet de relier le boulevard, l'extrémité ici du boulevard de la Marne avec les faubourgs sud du Neudorf. Cette grande traversée magistrale du quartier rencontre une place centrale et une grande place centrale qui devait être finalisée avec la construction d'une tour qui ne verra au final jamais le jour, aussi par l'opposition de l'association des habitants du quartier. Et cet axe principal dessert un certain nombre d'axes secondaires qui sont est-ouest, donc l'axe principal il est nord-sud, les axes secondaires sont est-ouest, ils sont ponctués de tours, et quelque part il crée des perspectives qui visent les points cardinaux, notamment la vue depuis la rue de Londres cadre la flèche de la cathédrale de Strasbourg qui émerge en arrière-plan de la faculté de droit conçue par Roger Hummel. Les ruines de la citadelle de Vauban deviennent un parc d'agrément autour duquel sont implantés un certain nombre d'équipements sociaux, culturels. Je vais revenir notamment à la partie universitaire dans quelques instants. Alors j'ai pas mes notes pour cette slide là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave, puisque l'autre évidemment grand chantier de cette période c'est l'urbanisation du secteur de Haute-Pierre, qui est conçu sous forme d'une ZUP extrêmement ambitieuse. Alors comme j'ai plus mes notes, j'ai plus les chiffres, mais on ne construira qu'une partie des mailles. Je crois qu'il y avait 13 mailles au départ qui étaient imaginées par Vivien, et on va en construire simplement 5 ou 6. Enfin, il y a simplement une partie du projet qui est réalisée. Un autre projet de Vivien que je montre, là on avance un petit peu dans la période parce que le projet va sortir très tard, mais il est envisagé dès le début des années 60, c'est l'opération Porte de France, que vous connaissez tous dans le paysage strasbourgeois et qui est assez intéressante, notamment les archives révèlent évidemment les débats avec la municipalité de Strasbourg pour la construction de cette tour à cet endroit-là, mais on voit aussi que Vivien est un architecte là aussi de stature nationale, il est enseignant, pas dans cette école, mais il est enseignant, il dirige un atelier à l'école des Beaux-Arts à Paris, et on voit qu'il est peut-être beaucoup plus que Stoscope, poreux à des influences internationales, peut-être venant notamment des protagonistes de Tim Ten, de l'urbanisme de Dalle, de l'architecture proliférante de ces années-là. En tout cas, on pourrait penser que cet ensemble Porte de France, c'est voilà, une mini-urbanisme de Dalle, puisqu'il y a un socle plutôt tertiaire et commercial, et les logements sont juchés sur un jardin suspendu. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes notes, mais c'est pas très grave non plus. Donc ces années 60-70, c'est des années, j'ai mis crise et retour des traditions. Alors c'est un résumé extrêmement rapide en une seule slide, mais évidemment c'est une crise pour l'enseignement de l'architecture et aussi pour la génération d'architectes constructeurs de grands ensembles comme Stoscope. Les revues par exemple comme l'Architecture d'aujourd'hui qui avait quelque part un peu défendu quand même la construction des grands ensembles, en tout cas qui les avait publiés, on peut dire retournent un peu leur veste et vilipendent quelque part les opérations des grands ensembles. C'est une période où voilà, on va se questionner sur les maux que peuvent engendrer ce type d'urbanisme, et toute une série de crises vont aussi aboutir à une crise de l'enseignement de l'architecture qui quelque part n'avait pas forcément énormément évolué dans son mode de fonctionnement au 19e et au 20e siècle. Vous voyez, on continuait, comme je le montrais tout à l'heure en introduction, à apprendre les ordres doriques en atelier à l'école, tout en travaillant en agence à côté pour plutôt dessiner des barres de grands ensembles. Donc il y avait là peut-être un déchirement assez important. Et c'est une année, cette décennie 70, enfin fin 60 et 70, donc là c'est la crise de mai 68 qui va faire sortir définitivement l'enseignement de l'architecture du giron de l'école des Beaux-Arts, et on va fonder des écoles d'architecture indépendantes et en même temps toujours sous la tutelle d'un ministère centralisé, mais qui sont au départ ce qu'on appelle les unités pédagogiques d'architecture, qui deviendront donc les écoles d'architecture actuelles. Ce sont aussi des années, notamment à Strasbourg, où un certain nombre d'architectes d'une nouvelle génération reviennent sur peut-être les types traditionnels en essayant de les réinterpréter dans le béton. C'est notamment toute cette production à Strasbourg de Gérard Éclé que vous avez
sous les yeux, évidemment, l'immeuble du Thingwiller étant un des exemples les plus connus. J'en viens au troisième temps, et j'espère être aussi à peu près dans les temps. Les architectes donc, vont participer aussi à l'édification, dans cette période, on pourrait dire des Trente Glorieuses, d'édifices institutionnels qui leur permettent d'associer leur bagage académique, donc issu plutôt de ce giron d'école des Beaux-Arts, à d'autres influences, peut-être plus en provenance du mouvement moderne, et qui leur permettent de créer une nouvelle forme de monumentalité. Évidemment, la première influence dans ce champ-là, donc je mettais tout à l'heure plutôt Auguste Perret comme parrain de la reconstruction, les influences dans ce champ-là sont peut-être plutôt celles de Le Corbusier. Alors Le Corbusier, effectivement, s'il arrive à faire bâtir le très modeste projet de la tour et du poste de l'éclusier à Kemps-Niffer, va voir échouer la plupart de ses projets d'envergure sur le sol alsacien. Il échoue pour le concours de la cité Rotterdam, dont vous avez ici son projet d'implantation de 2 unités d'habitation et d'une petite tour ronde qui était la tour des célibataires. Et sa mort en 1965 va voir interrompre le processus de projet et de construction pour le Palais de la Musique et des Congrès, donc ce bâtiment dont il reste une maquette assez impressionnante dans les collections des musées, mais l'impact de ce projet de Le Corbusier va être extrêmement fort, et de manière plus large, son influence va être notable sur plusieurs architectes actifs dans ces années d'après-guerre. Parmi ces architectes, on pourrait citer Bertrand Monet, pourtant architecte en chef des monuments historiques, mais très ouvert à ce type d'influence, même dans le cadre de la reconstruction. Je cite Monet qui dit « J'estime qu'un architecte ne peut se contenter de regarder le passé, mais pour le bon équilibre de sa pensée et de son action, dans l'intérêt même de sa mission de restaurateur, doit répondre aussi à la vocation fondamentale de l'architecte qui est de créer. » Monet est un architecte très important sur la scène locale, c'est lui qui va avoir ce projet jamais réalisé de rétablir la mitre gothique sur la croisée du transept de la cathédrale de Strasbourg, donc en lieu et place de la tour Klotz, un projet qui ne se fera pas finalement, en tout cas pas selon cette directive-là, et qui, comme vous le voyez, notamment ici pour l'église de Herlisheim, manie ce langage moderne avec une certaine habileté. D'autres projets très ambitieux sont envisagés sous cette influence corbuséenne, mais ne sont pas forcément suivis de réalisation. Ici, un projet qui est beaucoup publié à l'époque, donc dans la partie basse ici, un projet de quartier d'habitation, presque d'implantation d'unités d'habitation par Claude Lecoeur, qui est un éphémère architecte de la reconstruction, qui a aussi enseigné à l'ERAS à l'époque, qui enseignait la construction, et dont on voit qu'il s'agit d'implanter 3 unités d'habitation monumentale dans le paysage, mais qui sont adoucies, complétées par presque ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'habitat intermédiaire, et puis du logement individuel. Et il applique ici, de manière très nette, les théories de ce qu'on appelle l'unité de voisinage, qui est un concept d'urbanisme anglais. Alors voilà ces grands architectes, un peu tous de la même génération. J'ai essayé de vous montrer aussi un peu leur visage. Et les grands chantiers de cette période voient leur implication récurrente. Donc Stosskopf et Monet, j'en ai parlé, mais aussi Roger Hummel, François Ehrenschmidt, Pierre Vivien. On pourrait y ajouter pour Mulhouse François Spoerry et aussi Marcel Lodz, qui va pas mal œuvrer côté mulhousien. Donc ils sont tous nés entre 1900 et 1910, ils sont formés durant l'entre-deux-guerres à l'École nationale supérieure des beaux-arts, ou certains comme Stosskopf et Ehrenschmidt en partie à Strasbourg, et ils portent évidemment tous des titres institutionnels prestigieux tout en dirigeant de grandes agences et de grands chantiers. À Strasbourg, l'expansion universitaire va débuter à la fin des années 50, et alors là vous avez une vue du chantier qui est à l'arrière-plan, mais surtout au premier plan du campus historique, on pourrait dire, en tout cas du campus impérial, construit justement durant la période de l'annexion. Et vous avez ici, sur la partie droite, la construction d'une faculté ici par Georges Candilis à Toulouse, pour vous situer un petit peu des choses qu'on fait dans ces années 60 en termes d'architecture universitaire. Alors, pour l'esplanade, les archives sont extrêmement intéressantes, elles révèlent la richesse
des recherches et des débats engagés, que ce soit pour d'ailleurs la partie du secteur du logement ou pour la partie universitaire. Je pense que là, il y aurait tout un travail aussi à faire, vraiment de généalogie, parce qu'en fait, des plans comme ça, il y en a énormément, et qui montrent des changements de l'articulation, déjà entre la partie résidentielle et la partie universitaire, mais aussi, vous voyez ici les recherches de Hummel, qui propose des formes plus complexes que ce qui s'est construit en réalité, qui propose presque une architecture linéaire, continue, donc influencée par cette architecture de la fin des années 50 et des années 60, de Tim Ten, de Candilis. En revanche, ce qui ne change pas trop au fil des études, et ce qui prouve que sans doute le projet était déjà dans les mallettes, c'est évidemment le cœur de ce campus, la proue de ce campus, qui est la faculté de droit, et même le projet pour l'école de chimie. Donc ça, c'est un peu des points fixes des recherches, mais autour, ça bouge un petit peu, et c'est assez intéressant. Alors, en réalité, on pourrait dire l'urbanisation de ce secteur, ou la réurbanisation de ce secteur, donc son transfert au secteur civil, va commencer non pas par les projets de Hummel, mais par un projet d'Ehrenschmidt, qui est antérieur et qui est la construction des locaux de l'actuel INSA. Et le projet d'Ehrenschmidt est intéressant, ou l'histoire du projet d'Ehrenschmidt est intéressante à plus d'un titre. Ehrenschmidt enseigne à l'école régionale, donc celle qui est dans le giron de l'école des Beaux-Arts, mais il va construire le bâtiment qui abrite la section de l'école un peu rivale. Donc il va devoir choisir, apparemment ses élèves lui demandent un peu de choisir entre son poste d'enseignement et sa commande, et il choisit plutôt sa commande. Je ne porte pas de jugement sur ce fait, mais là où c'est aussi très intéressant, c'est que donc cette école, qui est donc héritière d'une école technique de tradition allemande, c'est un moment où elle se rapproche du modèle Beaux-Arts, où le programme du département architecture, puisque c'est une école qui a 5 sections différentes, mais pour le département architecture, le programme pour construire ce bâtiment est un programme très directement inspiré de ce qu'on fait côté école des Beaux-Arts. Donc là, il y a tout un jeu de mouvement et d'influence entre ces deux institutions qui est également très intéressant. Alors évidemment, ce qui constitue la vraie proue de ce campus, je le disais, comme le palais universitaire constituer la proue du campus impérial, ce sont la faculté de droit et l'école de chimie conçue par Roger Hummel, donc la faculté de droit qui voit le jour en 1962, c'est la photographie que vous avez ici au milieu. Et cette faculté de droit, c'est donc après après le bâtiment de l'ENIS, le second édifice universitaire de l'après-guerre à voir le jour sur ce secteur. Sa conception est le fruit d'un dialogue très serré entre Roger Hummel et le doyen de la faculté Alex Weil. Hummel répartit le programme, on le voit ici très nettement sur le plan, en deux entités principales. À l'est, le bâtiment bas, qui abrite 4 amphithéâtres, qui est relié au bâtiment ici de 7 niveaux qui est situé à l'ouest et qui abrite les bureaux, les salles de travail. Et si vous allez le visiter, vous vous rendrez compte que ces deux entités sont reliées par une vaste salle des pas perdus. C'est une vue depuis le haut de la salle des pas perdus, mais extrêmement élégante et avec des matériaux très nobles. À l'intérieur, le mobilier de certains espaces et de la magistrale salle du conseil, qui est donc tout en haut de la faculté de droit, est créé spécifiquement par la firme de décoration Leleu. La tour, je reviens sur l'image précédente, la tour de l'école de chimie que vous avez ici en bas à gauche est un peu le contrepoint vertical de cette faculté de droit. Elle comprend 17 niveaux, elle est précédée, vous le voyez, d'un immeuble de 5 niveaux qui abrite les grandes salles et l'amphithéâtre. C'est une tour de laboratoire. Et donc c'est une tour assez étroite, avec une forme très élégante et fuselée, mais qui va quelque part très vite montrer des signes un peu d'obsolescence ou d'inadéquation à son programme. Alors Hummel argumente la hauteur des édifices par un site un petit peu contraint, mais cette tour va vraiment poser un certain nombre de problèmes en tant qu'IGH et va amener évidemment au déménagement vers le site de Schiltigheim plus tard. Donc voilà une très belle vue perspective issue des archives municipales du projet de Hummel pour cette tour de l'école de chimie. Au fil des années 60, d'autres architectes interviennent également sur le campus, et notamment Bertrand Bonnet, et notamment Pierre Vivien aussi, dont je vous ai parlé précédemment, et qui vont livrer aussi des œuvres extrêmement intéressantes et soignées, qui vont,
on pourrait dire, marquait l'achèvement temporaire, puisque ça ne s'est jamais vraiment arrêté, en tout cas l'achèvement de la composition telle que Hummel la pensait, c'est-à-dire comme une collection de bâtiments monumentaux et individuels autour d'un grand axe central qui est ordonné par la faculté de droit. Donc l'édifice que Monet, qui est présenté ici en bas de l'image, construit sur le flanc nord du campus à la fin des années 60, c'est l'Institut de mathématiques et de physique des globes, regroupe donc ces deux instituts à travers une proposition cette fois-ci encore plus nettement fonctionnaliste peut-être que celle de Hummel, qui a des fois des envolées un peu plus expressives dans son architecture, des courbes notamment, mais toujours là, voilà, chez Monet avec une esthétique très sévère et subtile, des superpositions de trames et des jeux de brise-soleil qui viennent complexifier la lecture des façades. Il y a aussi évidemment l'intervention de Pierre Vivien pour la faculté des lettres, ici présentée en haut avec cette rotonde de marbre noir qui abrite le grand amphithéâtre et qui est ponctué de part et d'autre, ce bâtiment qui est tenu de part et d'autre par des grandes files de poteaux de béton cannelés qui ne sont pas sans rappeler certains détails pérétiens que l'on a vus précédemment. Alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que c'est quand même assez savoureux, mais l'opération du campus entraîne un partage des tâches qui reflète la hiérarchisation du milieu professionnel et qui engendre aussi parfois quelques frictions. Hummel, on est bien d'accord, est le chef d'orchestre général pour le secteur du campus et le fait très clairement comprendre à Pierre Vivien lorsque celui-ci lui suggère des modifications à son plan de masse qu'il souhaiterait voir s'adapter à son projet. La réponse de Hummel est la suivante: il serait quand même absolument paradoxal que je sois obligé de modifier ma conception en fonction d'une forme de bassin, d'autant plus que ce plan de masse et ses abords ont été mis au point bien avant que tu sois désigné comme architecte pour la faculté de lettres. Et de souligner plus loin qu'il ne souhaite pas poursuivre une discussion assez pénible entre confrères. Voilà pour le côté un peu anecdotique. Cette modernité peut-être encore plus triomphante s'épanouit probablement davantage sur le terrain du tertiaire, du commercial ou parfois de l'universitaire, notamment à Mulhouse, sous la houlette de Marcel Lotz, où il y a toute une série d'interventions de Lotz très intéressantes. Il y a évidemment aussi la composition imaginée par François Spoerry pour la tour de l'Europe, cette tour de 112 mètres de hauteur, parmi les plus hautes alors jamais réalisées en France, et qui abrite un programme mixte à dominante domestique. Ce qui est intéressant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la suite d'une certaine manière de la carrière de Spoerry, qui va témoigner d'un changement d'attitude à travers la mise en œuvre de ce qu'il appelle un urbanisme de la continuité, s'éloignant des dogmes modernes. Mais là aussi, le rôle de Spoerry, qui est documenté par des archives dans l'urbanisme mulhousien, serait tout à fait à explorer dans un travail de mémoire. Sur le campus de Mulhouse, je le disais, créé dans un contexte urbain et historique très, très différent. Je me permets d'ailleurs de dire ce qui fait la grande spécificité du campus strasbourgeois, évidemment dans cette période, c'est qu'il est construit dans la ville, à une époque où Bordeaux, Marseille et les grandes métropoles choisissent d'exurbaniser quelque part leur campus en dehors de la ville, et je pense que c'est un choix quelque part évidemment lourd de conséquences. Donc sur le campus de Mulhouse, qui est créé, je le disais, dans un contexte assez différent, notamment au regard du poids du milieu industriel à Mulhouse, cette modernité va s'exprimer peut-être de manière encore plus libre, notamment avec les premiers édifices du site construits par Marcel Lotz. Donc cet architecte de stature, là pour le coup international, qui propose une écriture adaptant les lignes du style international, là aussi les courbant parfois de manière assez originale et inattendue. Donc là encore, je pense qu'il y a un travail à faire sur le rôle de Lotz dans la création de ce campus mulhousien. Alors si le partage des tâches semble bien huilé sur le campus de l'Esplanade, ou à peu près bien huilé, les grands architectes de la période s'affrontent parfois sur d'autres terrains. Identifié parmi les 8 villes en 1963 par la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, enclenchant le phénomène de métropolisation, Strasbourg va lancer un concours pour la construction d'un nouveau centre administratif, donc dès les années 60, et les équipes de Vivien, Misbach,
Cardosi, Stoskopf et Ehrenschmidt vont s'affronter. C'est Ehrenschmidt qui va remporter la mise. Alors j'ai pas encore épluché toutes les archives et retrouvé tous les projets concurrents. Là aussi, je fais un appel du pied, il y a un travail à faire. Donc dans le projet de Stoskopf, extrêmement fonctionnaliste, c'est le projet que vous voyez en haut à gauche avec la vue du hall intérieur à droite. C'est la rigueur, la rationalité des édifices qui dominent, là où Ehrenschmidt, vous le savez, choisit quelque part de rompre la géométrie de la parcelle dans laquelle il s'implante en inscrivant sa composition dans une trame à 45 degrés avec ce volume fragmenté qui culmine à une quarantaine de mètres de haut. Ce centre administratif, donc bâti finalement 10 ans plus tard, dans les années 70, mériterait là aussi un travail de recherche, comme je le disais. J'en viens à ma dernière partie, rassurez-vous, j'espère que je n'ai pas été trop long, avec un travail plus récent sur l'histoire du quartier européen, qui offre quelque part un condensé, mais je le ferai rapide, des problématiques évoquées jusqu'ici, et voit de nombreux acteurs que j'ai déjà cités aussi se manifester sur ce terrain. Donc vous savez que Strasbourg est choisi en 1948 comme siège du Conseil de l'Europe dans le cadre du traité de Londres. Strasbourg, emblème de réconciliation européenne, doit reconsidérer ses capacités d'accueil immobilière. La première session du Conseil en août 1949 se fait dans l'aula du palais universitaire qui est redécoré un petit peu pour l'occasion, mais il faut très vite réagir. Et pour le coup, on va très vite réagir grâce à notamment l'action de Bertrand Monet, qui va devenir l'architecte attitré du Conseil de l'Europe et qui va construire dans des délais extrêmement rapides ce premier bâtiment. Alors, le tout premier bâtiment, celui-là, c'est la vue de la maquette que vous avez ici et c'est le plan qui est ici. Très vite, au milieu des années 50, il va rajouter une petite barre de plusieurs niveaux, donc qui sera appelé le bâtiment B, qui sera la première extension. Ce bâtiment B existe encore aujourd'hui. Le bâtiment qui est devant, le premier bâtiment, a été détruit quand on a construit plus tard un bâtiment d'Henri Bernard que je vais vous montrer. Donc là, on est plutôt dans une architecture de l'urgence. C'est construit en moins d'1 an, tout ça. C'est quand même 40 000 m², donc c'est extrêmement rapide et extrêmement ambitieux. Mais ça va évidemment pas suffire et on va voir qu'au fil du temps, énormément d'extensions vont être bâties. Évidemment, on est à une époque où les grands maîtres du mouvement moderne, on pourrait dire, fournissent des exemples de construction, de réalisation civique monumentale. Le Capitole de Chandigarh de Le Corbusier, ou évidemment celui de Brasilia par Oscar Niemeyer, où à chaque fois il y a une sorte d'emphase plastique, et qu'on va retrouver parfois dans certains projets imaginaires strasbourgeois, notamment en 1957, on est dans l'année du traité de Rome, où les élus strasbourgeois vont réclamer le regroupement à Strasbourg de toutes les institutions européennes, et pour illustrer ça, vont demander à des architectes. Donc là, c'est un projet de Calça sur la colline d'Oberhausbergen. Vous avez Strasbourg au loin, et vous avez là les différentes institutions européennes qui, comme une acropole, regardent la ville ancienne. Vous avez un projet de Stoskopf tout à fait monumental dans le prolongement du parc de l'Orangerie qui est ici, qui nécessiterait quand même de raser en bonne partie de la Roberto. Mais ce sont évidemment des projets qui avaient plus vocation à démontrer les possibilités d'accueil strasbourgeoise. Il y avait même encore un troisième site, je crois, qui avait été imaginé. Donc la création d'un certain nombre d'instances, notamment la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme en 1954 et en 1959, va entraîner de nouveaux besoins. Et on va planifier dès le début des années 60, le Conseil d'Europe et la ville, le Conseil de l'Europe et la ville vont planifier la construction d'un édifice pour abriter ces deux instances. Et c'est Bertrand Monet qui s'y colle à nouveau, avec un édifice là extrêmement corbuséen, le Palais des droits de l'homme, qui est un petit bâtiment proportionnellement à ce qu'il avait fait précédemment, de 3000 m², un prisme relativement austère et massif, qui affirme sans doute plus nettement que les bâtiments précédents la noblesse de sa fonction, à travers ses proportions, ses matériaux, et qui emprunte à l'esthétique de l'œuvre indienne de Le Corbusier, notamment par la mise en œuvre de ses brise-soleil monumentaux. L'élégant édifice de 2 niveaux, construit en béton et habillé de pierre et de bois exotiques, est conçu selon un plan carré autour d'un patio central avec là aussi un jeu de dessin sur les trames extrêmement élégant. Donc une solennité qui s'affirme ici davantage par cette forme d'horizontalité des façades. Cette première affirmation, et elle se poursuit lors de l'étape suivante,
qui va être une reconstruction totale de la première maison de l'Europe, donc celle qui avait été construite très rapidement dans les années 50, on va la reconstruire, et là on va faire appel plutôt à une signature d'envergure nationale qui est Henri Bernard. Henri Bernard, c'est un prix de Rome, Grand Prix de Rome 1938, c'est lui qui a construit la maison de la radio dans le 16e arrondissement. Et là, on outrepasse quelque part la mainmise qu'avait la municipalité jusqu'alors sur la maîtrise d'œuvre du projet, ou en tout cas l'échelle locale. Après avoir envisagé plusieurs variantes, il propose ce volume extrêmement massif et puissant, de plan carré de 110 mètres de côté, qui se développe sur 9 niveaux, comme vous pouvez le voir sur la coupe, et dont le cœur est occupé par le grand hémicycle, selon des formes plus douces qui viendraient s'opposer à cet extérieur extrêmement impressionnant et massif. C'est évidemment dans ce bâtiment que siégera la première Assemblée européenne, élue au suffrage universel en 1979, sous la présidence de Simone Veil. Au fil des années 70 et 80, l'empreinte d'une autre personnalité plus discrète, pour le coup, marque l'urbanisation du site, confirmant d'ailleurs le rôle essentiel de la municipalité. C'est François Soher, qui est né en 1926, qui est un diplômé de l'ERAS en 1951, et qui va tout de suite après son diplôme rentrer au service d'architecture de la ville, et il deviendra plus tard, dans les années 70, architecte en chef de la communauté urbaine, et prendra la direction des services d'architecture. Mais en tant qu'architecte des services de la ville, il va signer un nombre impressionnant de projets. Donc c'est signé service d'architecture de la ville, des écoles. C'est lui qui va construire, en lieu et place du projet de Le Corbusier qu'on a vu tout à l'heure, le Palais des Congrès. Et c'est lui qui va construire les différentes extensions successives, donc appelées IPE, donc immeubles des parlementaires européens, numéro 0, 1, 2, 3, ça n'en finit plus. Une sorte de croissance comme ça, et d'ailleurs de bâtiments assez courbes et sinueux qui se mettent à la suite les uns des autres. Alors cette situation va aboutir à une sorte de crise, et cette crise, elle va émerger assez tardivement, à la fin des années 80, au moment de l'élection municipale, puisque Marcel Rudloff, le maire sortant, pensant au contraire appuyer sa campagne, fait sortir le prochain projet de Soher, qui est un nouveau palais des droits de l'homme, donc c'est la suite du bâtiment de Monet, mais plus grand, et c'est le projet dont vous avez ici le plan, et ici une élévation, désolé pour la qualité, c'est des choses assez petites. Et en fait, la sortie de ce projet va faire un tollé, notamment parmi les architectes du milieu locaux, les architectes enseignants d'école d'architecture, va aboutir à une pétition signée par des architectes internationaux, et Marcel Rudloff perd les élections. Je ne pense pas qu'il les perde à cause de ça, je ne sais pas, mais en tout cas Catherine Trottmann, élue en 89, se voit obligée d'une certaine manière de désavouer le directeur des services d'architecture François Soher, qui avait fait ce projet. Il l'avait aussi fait en concertation avec les instances européennes, hein, c'était pas un caprice d'architecte, et elle va se voir obligée d'organiser quelque part assez rapidement une consultation, et elle ne peut pas, dans le temps, alors que la pose de la première pierre de cet édifice était prévue avec la venue de Mitterrand, etc. Donc on ne peut pas organiser un vrai concours international ouvert, donc la ville va désigner 5 architectes pour répondre à ce projet. C'est une sorte de consultation, et ça sera l'italien Giancarlo De Carlo, l'allemand Oswald Matthias Ungers, dont vous avez ici son projet, l'espagnol Rafael Moneo, le français Dominique Perrault et le britannique Richard Rogers, qui sont invités à concevoir des locaux plus adaptés aux fonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. Les réponses des participants illustrent le débat entre tenants d'une géométrie orthogonale rigide et massive comme vecteur d'expression des valeurs démocratiques, et ceux plus tentés par une inscription en douceur dans le site. C'est le projet de Rogers que vous connaissez, et que d'ailleurs Rogers prend le soin de comparer à l'élévation d'Henri Bernard, qui est de l'autre côté du canal. Le projet de Rogers, donc Rogers est associé avec Claude Buchet comme architecte d'opération, offre sans doute la réponse la plus complète au problème qui était posé par ce programme, en proposant ce qu'il appelle un bâtiment dans un parc, qui sera inauguré en juin 1995, ce paquebot high-tech de Rogers, qui rompt avec la sobriété évidemment et la retenue de Monet, en lui offrant une réponse contemporaine avec une symbolique peut-être plus littérale, et aussi du coup peut-être plus efficace, je ne sais pas. Les années 90 marquent en tout cas l'internationalisation des procédures quant au choix des concepteurs, aboutissant à une plus grande radicalité des propositions architecturales. Alors depuis les années 80, la ville réfléchit à la faisabilité technique du projet de l'IPE 4.
à travers différentes études. Donc ce qu'aujourd'hui on appelle le Parlement européen. Le site envisagé, il est de l'autre côté du bassin de l'île, il voisine avec les petites bâtisses régionalistes de la cité-jardin Ungemar bâtie dans l'entre-deux-guerres. Et le concours qui va être organisé en 1991 va opposer à la fin 3 projets, dont j'en retiens ici seulement 2. D'un côté, le projet de l'équipe Jourda et Perrodin, qui pousse la logique symbolique ici à son paroxysme en imaginant une île-parlement autonome de son environnement direct. L'architecture est à la fois parlante et monumentale, et elle exprime, vous le voyez, par sa propre morphologie, à la fois l'indifférence à son terrain d'emprise et sa vocation de rayonnement par-delà les frontières ou supranationales. La proposition qui sera retenue à droite, c'est celle de l'équipe d'Architecture Studio, qui reprend à son compte la dialectique d'Henri Bernard en vantant à nouveau l'alliance du classicisme et du baroque, hein, je les cite, comme métaphore du passage du pouvoir central au mouvement de la démocratie. Donc je vous fais grâce de la description de ce bâtiment que vous connaissez, mais en tout cas ils sont reliés aux premiers immeubles de Sauer, donc les premières extensions de Sauer, par une passerelle qui enjambe le bassin, et cet ensemble semble provenir de l'extrusion directe de son propre site d'implantation. Sa silhouette imposante réorganise l'ensemble du secteur tout en offrant un contraste assez violent avec la petite échelle de la cité Ungemar voisine, qui évoque la période de la municipalité Pérotte dont je parlais au début de mon propos, et qui contraste surtout avec cette expression de la tradition locale de cette cité Ungemar. Je conclurai maintenant mon propos. Je suis désolé d'avoir été un petit peu plus long que prévu. En 3 temps, 3 points, pas tant, ça ira plus vite que des temps, je vous rassure. La première chose, ce sont évidemment, depuis les premières incursions des avant-gardes que j'ai signalées tout à l'heure dans la première partie, les incursions modernes internationales se sont intensifiées, notamment avec la mise en place des concours dans les années 80, et qui vont offrir au fil du temps, je pense, des contributions variées, que ce soit là aussi des fois des œuvres plastiques autonomes, ou bien des invitations à relire le patrimoine urbain et architectural d'un œil relativement nouveau. Cette relecture du patrimoine depuis les années 80, depuis cette crise justement des années 70, va devenir un terrain, le patrimoine va devenir un terrain d'intervention fréquent pour les architectes, le patrimoine étant entendu des fois lui-même comme un patrimoine relativement récent et moderne, hein. C'est le cas de l'intervention de Heinz Kerr ici sur la presqu'île Malraux sur des bâtiments de Dumdelstock, c'est le cas de l'intervention de Clapeau et Moretti pour la construction de l'école d'architecture, enfin le réaménagement des garages, de la transformation en école d'architecture dans les années 80. Donc cette idée de la relecture du patrimoine est devenue un terrain d'intervention fréquent et évidemment fertile, vous le savez, pour les architectes. Cette œuvre des architectes formés en Alsace ou hors d'Alsace, formés en Alsace, peut se produire aussi hors d'Alsace, et ce patrimoine moderne pourrait être étendu à l'œuvre d'architectes liés à ce territoire, qui s'en éloignent plus ou moins, hein, selon les projets, et connaissent des carrières remarquables ou remarquées. Alors j'ai cité déjà dans ma présentation François Schpuery, mais on aurait pu citer Michel Mosser, Jean-Paul Jungmann, et évidemment Roland Schweitzer, qui est peut-être un des pionniers de la filière bois, et qui a construit énormément de bâtiments d'auberges de jeunesse. Donc ici c'est une image de l'auberge de jeunesse du Moulin Blanc à Brest, qui est un exemple tout à fait magnifique. Ici, c'est une église de Stoskop dans les années 50, et on voit qu'on est dans un registre assez différent de ce qu'on a vu de lui au fil de l'exposé. L'équipe du A5 et différentes constructions dans les stations de sport d'hiver. Alors une équipe très alsacienne et tout à fait formée dans le giron de cette école, ou l'Équerre d'Argent 2018, remise à une équipe dont les 3 associés ont été formés dans cette école, là plutôt évidemment dans les années 90. Voilà, je vous remercie.